Salut Baptiste et bienvenue sur le podcast Les Joies du Sport. Vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui pour parler d'une nouvelle discipline. Alors pas vraiment parce qu'on a déjà abordé le cyclisme sur le podcast, mais on a parlé beaucoup d'ultracyclisme. Et là on va pouvoir aborder la partie vraiment coursier, tu vois, course vélo sur route fermée. Donc c'est quand même quelque chose que j'ai hâte de pouvoir discuter avec toi. En tout cas j'espère que tu vas bien et ça fait vraiment plaisir de te recevoir sur le podcast. Salut Alexandre. C'est un grand plaisir aussi de participer à ce podcast. Écoute, ouais, la forme est là et c'est un grand plaisir de partager avec toi toute la préparation d'une course cycliste et puis même mon quotidien en global. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes et nous dire quel a été le premier sport qui t'a passionné? Moi c'est Baptiste, j'ai 21 ans, j'habite en Haute-Savoie, à Ognon. On va dire que ça fait depuis 2020 que je fais du vélo vraiment en compétition. Avant je faisais du rugby, j'ai fait pendant 6 ans du rugby. Voilà, c'était mon premier sport de collège, on va dire, quand j'étais encore chez mes parents en Mayenne, à Laval. Et puis pendant le Covid, je me suis dirigé vers le cyclisme. Et c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma passion. Alors explique-nous un petit peu comme cette transition entre le fait de passer au rugby pour aller jusqu'au cyclisme, puis à la compétition en vélo. Qu'est-ce qui t'a marqué, en tout cas, qu'est-ce qui a marqué le pas pour le vélo? Déjà, est-ce qu'avant tu pratiquais déjà un petit peu de vélo régulièrement ou vraiment tu t'es remis dedans à ce moment-là? Non, on va dire qu'avant le vélo, c'était vraiment plaisir avec mon père, particulièrement les week-ends, quand on avait un petit peu de temps, on partait en balade en VTT à sillonner un peu les routes de Mayenne, ça me plaisait bien. Mais voilà, c'est sûr que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup le rugby, c'était vraiment mon terrain de jeu. Je jouais numéro 9 pour les connaisseurs. Bon, j'étais encore plus petit et enfin vraiment le plus petit de l'équipe, le plus maigre et j'aimais bien ça. Après, malheureusement, le Covid est arrivé. Les entraînements se sont un peu mis en pause. Et vu que je suis quelqu'un d'hyperactif, il fallait quand même que je me dépense. Le Covid, le confinement m'avait quand même. Je tournais en rond et puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Après, j'ai pris mon vélo et je suis allé de plus en plus loin, tout seul. Vraiment à me dire, il me faut du grand air et je suis allé de plus en plus loin. C'est comme ça que j'ai vu que j'avais plutôt un bon niveau par rapport à mon père, mais aussi à mes copains. Je me rendais compte que ça allait bien. J'ai dit, pourquoi pas me lancer en compétition en club? Et voilà, c'est comme ça que j'ai débarqué à Laval Cyclisme 53 pendant mes 2 premières années juniors. Et à côté de ça, tu regardais un petit peu les courses de vélo qui peuvent arrêter comme Tour de France ou d'autres classiques ou d'autres tours. Ouais, à l'époque, exclusivement le Tour de France. Enfin, on va dire que toutes les autres courses, je connaissais pas beaucoup, mais le Tour de France, c'était quand même le rendez-vous annuel tous les étés avec les copains. Après nos après-midi de foot ou autre, enfin, on allait ou de rugby, on allait regarder l'arrivée du Tour de France quand on jouait ensemble. Et puis on va dire aussi que mon père, c'est peut-être ça aussi qui m'a fait la bascule parce qu'il a été dans l'organisation du Tour pendant 2 ans en 2012 et 2013. Alors j'étais enfant, mais il me ramenait des maillots et ça aussi, ça m'a. Voilà, j'ai tout de suite accroché à cet événement et j'ai tout de suite eu vraiment des yeux en admiration sur cet événement et j'ai toujours rêvé de le faire, quoi, même petit. C'est vrai que Tour de France, c'est toujours un événement pour qu'on aille, pour ceux qui ont l'occasion d'aller au bord de route ou même à la télé, c'est quelque chose dont on se souvient et c'est toujours assez particulier quand même comme événement. Et toi, à quel moment en fait tu t'es dit quand même, donc là tu me parles que tu es allé voir le club pour t'inscrire et puis faire de la compétition. À quel moment tu as eu ce besoin de te dire, ok, bon là j'ai fait la partie loisir, j'arrive à rouler, je fais les tours que je veux, tout ça, peut-être en termes de distance ou de temps ou d'allure. Et là tu dis bon, j'aimerais quand même me confronter. Qu'est-ce qui t'a amené? C'est la confrontation avec les autres? Ouais, je pense que j'ai toujours eu cette âme de compétiteur depuis que je suis enfant. Dès que je monte sur un vélo avec quelqu'un d'autre, c'est pour faire la course, quoi. J'ai toujours eu cette ambition de. Ouais, il faut qu'il y ait du jeu. Pour moi, le vélo, ça reste un jeu aussi. Ouais, il faut que ce soit la course. Il faut que voilà, on se compare. Et j'ai dit, bon, voilà, il faut que j'aille me comparer dans un club. Et c'est ça qui m'a plu mes 2 premières années juniors parce qu'on avait un super groupe de jeunes. Voilà, je pense à nos encadrants qui ont vraiment fait un super boulot.
et on s'amusait tous les mercredis. C'était vraiment le rendez-vous. Et c'est pareil, enfin, nous, c'était les guerres aux pancartes et c'est les meilleurs entraînements que j'ai passés sur le vélo et c'était vraiment trop bien. C'est ça qui m'a plu tout de suite, quoi. Et la 1re compétition sur laquelle tu as participé, ça s'est passé comment? En tout cas au niveau des sensations, peut-être pas forcément au résultat, mais au niveau de la sensation, est-ce qu'il y a une sorte de pression, un plaisir entre le début de l'événement et puis à la fin de la course? C'est quoi un petit peu ton ressenti? Non, bah, on va pas se mentir que c'était mes premières compétitions, c'était des petites catastrophes parce que du coup j'étais en junior et je participais aux courses élites régionales à l'époque, enfin ce qu'on appelait les toutes catégories. Et on va pas se mentir que je prenais des vrais tirs, comme on dit dans le jargon. Si je faisais 3 kilomètres dans le peloton, j'étais déjà content. Enfin, ma première course, je m'en souviendrai toujours, c'était dans la vallée de la Loire. Et ouais, je crois que j'ai fait 3 kilomètres dans le peloton. Mais j'ai toujours eu ce mental un petit peu de me dire, oh, si ça marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Je continuais même, je prenais 15 minutes, mais je continuais de faire mon petit tour de vélo, je roulais sur la route. Mais oui, au début, c'était vraiment pas simple. J'ai jamais pensé à arrêter. Enfin, je me suis toujours dit, ça va tourner, à un moment donné, j'aurai le niveau. Ouais, enfin, c'était pas évident les premières courses. C'est vrai que là, tu arrives en plus sur des courses, alors je sais pas exactement quel âge tu as, mais c'est vrai qu'à ce moment-là précisément, mais tu as des gens qui font du vélo comme depuis, comme toi le rugby, c'est-à-dire pendant pas mal d'années, ils faisaient que de ça. Donc c'est vrai que l'écart est un peu au début presque abyssal. Bah, Et c'est ça. Enfin, je tombais sur des équipes de N1 aujourd'hui. Enfin, Laval, ils nous prenaient, ils faisaient des déplacements, ils proposaient, mais moi, enfin, vu que j'avais tellement envie de courir, je dis oui, moi, je suis disponible sans me rendre compte du niveau qui était vraiment. Enfin, il y avait un écart entre leur niveau en N1 et mon niveau, moi qui avais un petit vélo patin, enfin, vraiment un vélo catastrophique. Mais je me disais, bah allez, pourquoi pas, ça peut peut-être me sourire. Mais c'est vrai que l'écart de niveau était pas du tout. C'était pas mon niveau à moi. Mais bon, je regrette pas aujourd'hui, j'ai appris et franchement, je regarde que des bons souvenirs et franchement, je suis plutôt fier même d'avoir continué de persévérer et aujourd'hui, ouais, je suis content du résultat. Et tu mis combien de temps à peu près pour combler cet écart? Je sais que tu faisais 3 kilomètres dans le peloton au début, ce qui est du coup normal dans l'idée vu l'écart de niveau. Et après, au bout de combien de temps combien de temps en tout cas t'as mis pour finir les courses avec le peloton? Bah après, on va dire que je pense que la deuxième, ça c'était vraiment la première année. La deuxième année, j'ai un peu fait plus des courses à mon niveau, du coup, exclusivement junior, des fédérales junior. Et là, je me suis rendu compte qu'au final, bah, avec l'entraînement que je faisais, c'était pas si ridicule que ça. Bah, mes premiers championnats Pays de la Loire en junior, je finis dans le top 30, je crois, enfin, en étant acteur de la course. Et puis après, j'ai pris une licence en Open 3. Je voyais bien que en Open 2, Open 3, ça allait bien. Enfin, je pense que j'ai vraiment pris du recul. J'ai fait plus des courses à mon niveau. Et, euh, et on va dire que l'année vraiment déclic, parce qu'il y a eu 2 années un petit peu, on va pas dire blanches, mais 2 années où j'ai pris un peu plus de recul du fait de mes études entre 2022 et 2024, où j'ai fait mes années de BTS en Haute-Savoie, du coup. Et en 2024, je fais la rencontre de mon entraîneur, Romain Faussurier. Là, voilà, vraiment, c'est le début du déclic où bah là, je vais avoir un entraîneur. Avant, j'avais aucun entraîneur. Mes plans d'entraînement, c'est moi qui me le faisais. C'était vraiment, je partais à l'arrache complet. Je roulais à bloc toute la sortie. Enfin, il n'y avait pas de sens, mais je prenais du plaisir. Et 2024, je rencontre mon entraîneur. Je suis en Open 3. J'ai une licence Open 3 à ce moment-là. Du coup, vraiment, bah, l'une des plus basses. Et là, et là, c'est parti pour vraiment le début des choses sérieuses avec vraiment des plans. Et à partir de ce moment-là, mon niveau a fait que de grimper. Et ouais, c'est vraiment une chance d'avoir pu rencontrer mon entraîneur à ce moment-là. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, l'évolution par rapport à même 2024 est vraiment folle. Je Et suis vraiment qu'est-ce qui t'a le satisfait. plus marqué entre les plans que ton nouvel entraîneur t'a proposé et ceux que tu faisais, toi en tout cas faisais, ou en tout cas quand tu faisais tes sorties quoi? Bah vraiment, le plus marquant, c'est de pas rouler à bloc tout le temps. Enfin, moi, je pense que j'ai tendance, même encore aujourd'hui, j'ai un peu des restes
de mes auto-entraînements où j'ai souvent tendance à rouler parfois un peu trop vite à l'entraînement, alors qu'il faut aussi savoir accepter ces périodes un peu de repos, on va dire de zone 2, zone 1, que j'ai un peu du mal à respecter tout le temps. On va dire que quand je monte sur un vélo, c'est pour rouler enfin, pas à fond, mais dans l'école, voilà, j'aime bien que ça aille vite. Je suis quelqu'un, ouais, voilà, j'aime bien quand ça va vite, mais ouais, c'est vraiment cet aspect-là du fait de savoir rouler tranquillement, même accepter le repos. Des fois, je pense que je me cramais. Enfin, j'avais un planning j'avais vraiment des emplois du temps chargés avec la vie à la ferme. Euh, des fois, je finissais la traite vers 19h, 19h30, et puis après, je prenais mon vélo et j'allais faire sur un home trainer, mais des grosses séances de 2 heures à rouler à fond, et j'étais complètement rincé, mais moi, enfin, je me rendais pas compte, et vraiment, l'entraîneur, ça m'a permis d'avoir ce recul et me dire, bah oui, la performance, faut aussi prendre en compte le repos, et c'est même plus qu'important. Et là, aujourd'hui, donc on va parler de la course, la prochaine course que tu vas faire dans quelques jours, qui est Annemasse Classique, qui fait environ 180 km pour 2600 mètres de dénivelé. Alors, je sais pas si les chiffres sont exactement ça, mais on doit être un petit peu près dans ça. C'est des distances que toi, déjà, tu as déjà faites en compétition, en termes de distance dénivelée. Ouais, bah on va dire que l'année dernière j'ai fait Annemasse Bellegarde, du coup, enfin c'est un peu Annemasse classique, c'est la succession d'Annemasse Bellegarde. C'était la même distance, il y avait un petit peu moins de dénivelé, mais oui, on va dire que bah, même, enfin, les courses de 180 km, ça reste nos courses vraiment longues. Nous, on a plus l'habitude de courses de 150 km, mais oui, c'est des efforts que j'ai déjà fait, des courses de plus de 4 heures. Après, en termes de dénivelé, même si ça n'a pas grand-chose à voir, mais l'année dernière, j'ai fait l'étape du Tour, voilà, avec aussi 4500 de dénivelé positif. Voilà, on a quand même l'habitude de, dans des courses, même FFC, d'avoir ce genre de dénivelé. Mais c'est vrai que c'est une course du calendrier, que ce soit Annemasse Bellegarde ou Annemasse Classique, qui reste vraiment, on peut même l'appeler un monument à notre échelle, mais elle est très connue, très réputée, et c'est bien qu'elle garde vraiment de cette difficulté-là, parce que voilà, chaque vainqueur, enfin, quand on regarde la liste des vainqueurs, c'est vraiment des grands noms du cyclisme, et vraiment c'est une course de référence, quoi. Oui, c'est vrai que si on reprend le palmarès, c'est vrai que il y a quand même des grands noms qui sont sortis, surtout bah, après les dernières années, c'est les années plus anciennes. Après, on connaît un petit peu moins, nous, en tout cas, qui suivons le vélo actuellement, on connaît moins. Mais c'est vrai que moi, on peut voir Benoît Cosnefroy, il y avait Aurélien Paré-Peintre, Guillaume Martin, Warren Barguil. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des noms qui parlent, même ceux qui suivent que le Tour de France, normalement, doivent connaître possiblement ces noms-là. Ah, c'est ça, ouais, c'est vraiment des noms qu'on voit à la télé au Tour de France. Enfin, Guillaume Martin, je pense que beaucoup connaissent, même bah, Aurélien Paré-Peintre, c'est vraiment voilà, des grands noms, et enfin, ouais, c'est pour ça que ça donne vraiment ce charme-là à cette course, et on est toujours vraiment content d'y participer. Et toi, c'est sur ce format-là, tu te sens comment sur ce type de course? Moi, on va dire que c'est des courses que j'apprécie. Voilà, c'est bah, des courses où c'est quand même dur. Enfin, le dénivelé est quand même important, et moi, on va dire que je me situerais un peu comme un rouleur grimpeur en termes de profil de coureur. Voilà, je suis pas un sprinter, loin de là. Je suis pas le meilleur des grimpeurs parce que j'ai quand même un gabarit assez imposant. Je fais 75 kilos par rapport à des grimpeurs qui en font 60, voire 65. Eux, quand ça devient vraiment raide, ils ont vraiment ce rapport poids-puissance qui tourne plus à leur avantage. Mais par contre, dans les parties plates où il faut emmener du braquet, ouais, je suis à mon avantage. Voilà, c'est sûr que cette année, bah, le parcours a un petit peu changé par rapport aux années précédentes. Il y a des passages un peu raides, c'est ça qui m'effraie un peu plus, mais je me sens bien, la forme est là depuis le début de saison, et je pense que ouais, je peux peser sur cette course. Je pense que j'ai les moyens d'y peser, que ce soit en échappée ou même en tant qu'équipier. Je pense que j'ai mon mot à dire, mais après, on verra, ça reste du vélo, et ça reste aléatoire.
Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous parler un petit peu de ton équipe et des personnes qui vont t'accompagner sur cette course-là? M'expliquer également aussi un petit peu le fonctionnement, savoir si tu as une voiture suiveuse, s'il y a l'oreillette, au niveau des bidons, tout ça un petit peu comment ça se passe sur ces courses UCI 1.2? Ouais, alors bah nous, le Team 74, c'est sa deuxième année d'existence. On est une équipe de National 3, le dernier étage des équipes nationales, enfin, après National 1, National 2, National 3. Voilà, on est une équipe toute jeune, mais avec déjà, on va dire, une grande renommée, parce qu'on est quand même très bien placé dans le challenge direct, enfin, dans le classement direct vélo, et on a quand même fait de bons résultats, notamment l'année dernière avec la victoire de Thibaut Clément autour du Pays Rouennais, qui est une course nationale, enfin une course élite nationale. Et voilà, on a quand même de très beaux résultats. Je pense qu'on a un bel effectif. C'est vrai que là, sur un masse classique, on sera un petit peu l'équipe petit poussé, on va dire. Je pense qu'on est l'équipe qui, sur le papier, est la plus faible. Mais enfin, en tout cas, avec le budget le plus petit, ça c'est sûr. Mais on a de grandes, enfin, de belles ambitions, bah, notamment avec Thibaut Clément, voilà, qui est deuxième du challenge direct vélo, du coup challenge amateur français. Euh, pour ce qui est de l'organisation, nous, vu qu'on a le plus petit des budgets, nous, ça va être assez simple. Après, on aura du coup un directeur sportif et un mécanicien qui seront situés dans la voiture suiveuse. La voiture suiveuse, elle est située bah, à l'arrière du peloton. Quand on regarde une course de vélo, on voit passer le peloton et après, il y a toute une rangée de voitures. Chaque équipe a sa voiture. Du coup, nous, on aura notre directeur sportif et notre mécanicien dans dans cette rangée de voitures. Leur rôle bah, au directeur sportif, c'est d'écouter la radio et ensuite de nous donner des informations. En course, là, on est quand même avec un peloton amateur principalement. Du coup, on n'aura pas d'oreillette par rapport aux courses professionnelles. Euh, en fait, pour avoir nos consignes du directeur sportif, on doit se laisser décrocher du peloton, aller à notre voiture. Et là, notre directeur sportif peut nous donner des informations pour nous dire, par exemple, si on doit rouler, si on doit être placé, des choses comme ça. Après, c'est vrai que du coup, c'est plus compliqué qu'en professionnel parce que bah, quand ils ont les oreillettes, les informations, elles circulent tout de suite. Mais après, nous, ça donne aussi un peu plus de charme, un peu plus d'aléatoire. Et ensuite, bah, dans la voiture, comme j'ai dit, il y a le mécanicien. Lui, vraiment, si on a un problème, une crevaison ou autre, il est là pour tout de suite nous dépanner. Généralement, on prend pas souvent de ravitaillement à la voiture. Les ravitaillements, ça va plus se situer au niveau du parcours. On aura des assistants aussi tout le long du parcours qui, eux, vont se charger de nous donner des bidons, des gels pour vraiment nous ravitailler tout au long de la course. OK. Et ça, c'est déjà tout défini, les emplacements, en tout cas, de tes assistants? Toi, tu sais où est-ce que tu vas les retrouver sur le parcours? Ouais, ouais, là, c'est déjà tout défini, hein. On vient de recevoir les points kilométriques des différents ravitaillements. Après, en course professionnelle, enfin, là, vu que c'est une course 1.2, on a, euh, on a des zones de ravitaillement obligatoires. C'est pas pareil dans toutes les courses, mais là, il y a une zone de ravitaillement obligatoire qui se situe à Régnier. Et du coup, chaque tour, le ravitaillement sera à Régnier. OK, d'accord. Et le fait que cette course, ce soit une course, locale, en tout cas pour toi en termes de parcours, qui tourne pas très loin de chez toi, qu'est-ce que ça change dans ta préparation, de cette course-là? Ouais, ça change beaucoup de choses parce que le truc, c'est que j'y pense tous les jours, quoi. Tous les jours, soit je roule en vélo sur ces routes, soit le fait par mon travail où je me balade, enfin où je me déplace de ferme en ferme, et bah, on va dire que sur le parcours, il y a 8 fermes dans lesquelles je me déplace. Et du coup, tous les jours, je pense à cette course inconsciemment, mais en fait, en me promenant, je me dis, bah en fait, là, on va passer là, ah, on va passer là. Et sans le vouloir, ça rentre dans notre tête et on se visualise plein de choses. Contrairement à d'autres courses qui pourraient se passer à l'autre côté de la France où en fait déjà on visualise pas le parcours, on connaît pas. Alors que là je connais chaque recoin, enfin, chaque passage, je sais à quel niveau de la course je serai.
Et puis même, je sais à quel état de fatigue presque je dois arriver à cet endroit-là. C'est vraiment, ça change tout pour moi de connaître les routes et c'est une autre approche, ouais. Est-ce qu'il y aura quelques points clés, en tout cas, que tu pourrais nous partager, en tout cas pour toi par rapport à ta course et comment tu voudrais la vivre? Est-ce qu'il y a des passages clés de la course où tu penses à des choses qui vont se jouer pour toi ou pour ton équipe? Ouais, ouais, il y a plusieurs passages clés. Après, ce qu'il faudra prendre en compte, notamment, bah, c'est la météo. Là, on va pas se mentir quand c'est vrai, c'est pas fameux la météo annoncée. Déjà la neige qui est tombée cette nuit, mais même ce qu'ils annoncent dimanche, même si normalement on devrait être au sec, mais ils annoncent beaucoup de vent. Je pense que toute la première partie, on va dire plutôt plate, jusqu'au kilomètre 25-30, et le premier Grand Prix de la montagne, là, ça va être une partie très déterminante, notamment pour l'échappée. Pour moi, personnellement, l'idée, ce serait de réussir à me glisser dans la bonne échappée. En tout cas, un groupe, on va dire, d'une dizaine de coureurs, ce serait l'idéal. Après avoir, en fonction du vent, il peut y avoir des équipes qui veulent batailler d'entrée, créer des bordures. Et là, dans ce cas-là, c'est un schéma totalement différent où bah, ça va se battre au placement et il faudra que les leaders soient placés, du coup pas propice à une échappée. Ensuite, on va rentrer dans la bosse qu'on appelle Chépadon, le premier Grand Prix de la montagne, qui est assez roulant sur la première partie et puis plutôt raide sur les 2 derniers kilomètres et très étroit. C'est pareil, là, ça va être un concours de placement. Le truc, c'est que si une échappée n'est pas sortie là, elle sortira sûrement pas dans cette bosse-là parce que tous les leaders voudront être placés et ça va rouler très vite. Ensuite, on a une partie de transition jusqu'au premier passage sur la ligne où là, c'est pareil, une échappée peut ressortir. Il faudra être vigilant pour ma part et puis pour mes coéquipiers aussi qui veulent se jouer dans l'échappée. Là, il faudra être vigilant parce que c'est ici que ça peut ressortir. Et ensuite, on a un circuit final à faire 3 fois qui fait 30 km à peu près et dans lequel on retrouve une bosse qui doit faire un peu plus de 4 km. C'est le Grand Prix de la montagne Gratlou. Là, c'est très très dur avec des passages à plus de 13%. Vraiment une bosse vraiment, enfin, vraiment dure, étroite. Et pour moi, c'est un peu le juge de paix qu'on va faire 3 fois. Et à chaque tour, ça va être une vraie bataille. Ce qu'il faut pas négliger, c'est qu'en plus derrière, ça redescend pas. C'est encore un peu en toboggan. Et ça va être une course d'attaquants où faudra être à la fois fort physiquement pour passer cette bosse de Gratlou, mais aussi être assez malin parce que derrière, ça redescend pas et c'est encore propice à beaucoup d'attaques. OK, donc en tout cas un parcours assez, complexe. Bon, tu as eu le temps d'étudier, mais ça va pas être, quelque chose de simple et physiquement, c'est vrai que c'est ce qui fait un petit peu la renommée, bah, de Annemasse Bellegarde, maintenant Annemasse Ouais, Classique. C'est un ouais, petit peu, surtout voilà, si cette si la difficulté. météo s'en mêle. Surtout si la Oui, météo s'en mêle, que le vent intègre, là, enfin, là, ça va être encore plus une course difficile. Enfin, je pense qu'aussi il y a des descentes assez techniques et voilà, s'il pleut ou quoi, ça va être vraiment une course d'usure. Et ouais, je pense que même il y a même des bosses qui sont pas répertoriés, qui font mal. Et ouais, ça va vraiment être, on va dire, 180 km presque à bloc tout le long. c'est vrai que la zone n'est pas, plate, quoi. C'est vrai que même quand il y a pas marqué un GPM, c'est pas pour autant que c'est simple. Puis des fois, bon, bah, suivant le revêtement de la route, des fois, il y a des choses qui peuvent paraître un peu plus complexes que ce qui paraît sur le graphique. Donc il risque, d'y avoir pas mal, en tout cas, de batailles et puis d'efforts à fournir, tout au long Ouais, de la course. il y aura beaucoup d'écart, je pense, à l'arrivée. Enfin, je vois pas, pour moi personnellement, après, j'en discutais aussi avec des coéquipiers qui, eux, ont un peu peur d'une arrivée massive. Moi, je vois pas une arrivée massive. Je pense que ça va arriver en petits groupes d'une dizaine, même pas. Et pas un groupe. L'année dernière, c'est un groupe de 30 qui arrive à l'arrivée. Et moi, je vois pas ça cette année. Sachant qu'il y a quand même une bosse qui est pas si loin que ça de l'arrivée, il me semble. La dernière, plus Les courte, mais échelles, bon, ouais. c'est vrai que pour les Les échelles, punchers, à 8 km de l'arrivée. Après, c'est une bosse ouais, très courte. Elle fait 1 kilomètre. Mais après 170 km ouais, de course, faut être costaud enfin, là, il faut je tout pense mettre. que les jambes seront dures Là, pour tout le monde.
Boulet, ouais. On verra celui qui reste encore un petit peu de ressources à ce niveau-là. Parce que même si l'échappée, peut-être même si l'échappée va au bout, ça peut aussi creuser un petit écart là, s'ils sont sur un petit groupe. Là aussi, ça peut faire en sorte que ça sépare. Puis vu qu'après, on rappelle que c'est une course comme sans oreillette. Moi, j'aime beaucoup le charme des courses, en tout cas sans oreillette, comme on voit au championnat. C'est que là, une fois que quelqu'un a pris l'avance, si ça reste sinueux, c'est toujours dur de savoir à combien de secondes est la personne. Là, bon, bah, c'est hors de question d'aller voir la voiture pour demander, il reste Après, trop peu de kilomètres. on a l'ardoisière qui est sur la course qui est chargée de donner les écarts, mais bah, c'est beaucoup moins précis que des oreillettes parce que bah, le temps qu'elle prenne les écarts entre l'échappée et le peloton, qu'elle annonce avec son ardoise les écarts, bah, et ça varie tout le temps. Et puis, bah, contrairement à une course avec oreillette où bah, le directeur sportif il, il- il donne à peu près bah, à combien de watts il faut se mettre, là c'est vraiment à l'instinct. On ne sait pas des fois quelles équipes sont représentées à l'avant, du coup ça discute plus. Est-ce que c'est à toi de rouler, est-ce que c'est à moi de rouler? Voilà, c'est un peu, voilà, c'est plus aléatoire. Ouais, puis c'est vrai qu'on le voit même sur des courses pro où des fois ils ont toutes ces informations-là et ils arrivent à pas rouler ensemble pour revenir euh, pour plein de raisons diverses, mais alors que quand c'est sans oreillette, ça complexifie encore un peu plus les choses et puis souvent ouais, un peu l'avantage à celui qui part, en tout cas celui qui fait l'effort et qui part tout seul, il peut avoir un avantage un peu plus conséquent C'est ça, ouais. qu'avec les courses avec oreillette en tout cas. Et parle-nous un peu, pour venir un petit peu sur ton équipe, savoir un petit peu l'ambiance, comment ça se passe. Bah, en dehors des courses, je crois que c'est un club où, de ce que tu m'as expliqué, vous faites pas tous les entraînements ensemble. Vous voyez finalement plus que sur les événements, en tout cas les courses. Et ça un petit peu bah, l'ambiance, comment ça se passe dans l'équipe. Ouais, alors en fait c'est ça, le Team 74, c'est un peu comme, on va dire, bah, c'est un comité départemental en fait, avec des sélections des meilleurs coureurs du département. Chacun de nous appartient à un club bien précis. Par exemple, moi, je suis au Vélo Club Plus Sionzier. Mais la grande majorité de mes courses, pour moi personnellement, c'est avec le Team 74. Donc, dans cette équipe, on est 20, je crois. On est 20 coureurs, ouais. Et on va dire que l'ambiance est vraiment bonne. Moi, j'étais là dès l'année dernière, du coup, la première année. Et ouais, l'ambiance est. Enfin, ouais, c'est vraiment une très très bonne ambiance. Je sais qu'on est un club qui se prend pas la tête. Enfin, on va dire que on a un peu de tout. On a des anciens. Bah, par exemple, Thibaut Clément, il a 32 ans cette année. On va dire qu'il fait un peu partie des anciens et des plus jeunes comme moi ou d'autres qui ont 18 ans. Et je trouve ce mélange un peu d'ambition. Enfin, l'ambition prend pas le dessus sur le collectif et on est vraiment tous soudés. Et enfin, on passe vraiment de très bons moments. Moi, personnellement, je sais que j'adore partir en week-end avec eux parce que je sais que c'est des rires assurés et on passe des fois même plus de bons moments en dehors du vélo que sur le vélo. Et ça, c'est vraiment super. Bon, bah, c'est cool de voir un esprit de groupe comme ça aussi positif. Ah ouais. Ça, Allez, ça donne envie en tout cas. c'est sûr qu'on est vraiment ouais, sur ça, on est plutôt content. On a toujours voulu dégager quelque chose de plutôt positif. On se dit bah voilà on voulait jamais, enfin, on veut pas se prendre la tête, on veut faire vraiment du vélo passion et au final ça marche plutôt bien parce que les résultats sont là et donc quoi des fois c'est mieux de se raconter des blagues le soir et, et comme quoi ça peut marcher le lendemain, quoi. Sur cette course, toi, ton objectif en termes de résultats, en tout cas, pour rappel, comme le vélo, c'est vrai que c'est pas un sport vraiment individuel. C'est qu'on est quand même tout seul, mais c'est quand même aussi une équipe. Donc quand je parle d'objectif de résultats sur la course, ça peut être le tien comme un peu celui de l'équipe. Qu'est-ce qui serait dans l'idéal? En tout cas pour toi, comment ça se passerait la course idéale? Ouais, c'est vrai que c'est la particularité de notre sport, c'est qu'on a aussi des enjeux personnels et aussi des enjeux collectifs. Pour commencer sur les enjeux collectifs, on va dire que voilà, l'idée de l'équipe, ça va être quand même de peser sur la course. Je pense qu'on a des cartes pour peser sur la course. Voilà, je pense notamment à Thibaut Clément qui est deuxième
du Challenge Direct Vélo, du coup 2e meilleur amateur français depuis le début de l'année. Voilà, il fait un début de saison extraordinaire et il est vraiment très, très fort. Je pense que ça va être enfin, il aura vraiment son mot à dire, dans cette course. Après, on a aussi, d'autres coureurs, très talentueux, je pense, à Baptiste Troja ou même à Bruno, Augustin, voilà, qui auront sûrement aussi leur carte à jouer, et même les deux Alexandre. Et après, je pense aussi, enfin voilà, je pense qu'on a tous notre carte à jouer dans l'équipe et enfin, que ce soit pour prendre l'échappée ou pour soutenir Thibaut, qui sera vraiment, Thibaut notre carte, maîtresse, on va dire. Après moi, d'un point de vue, personnel, j'ai l'ambition de me projeter vers l'avant, c'est-à-dire d'essayer de prendre la 1re échappée ou en tout cas, l'échappée principale. Voilà, c'est mon objectif. Heu, Après, est-ce qu'avec d'autres garçons de l'équipe, enfin, si possible, ce serait bien. Mais attends, attends. Mais ouais, voilà, ce serait aussi l'objectif, de pouvoir prendre cette échappée et de voir où est-ce que ça peut aller en essayant de la faire aller le plus loin possible. Pour revenir à mes ambitions personnelles, il y a plusieurs possibilités, plusieurs options en fonction de la situation de course. Voilà, on va pas se mentir que l'idéal serait que je sois dans l'échappée. C'est quelque chose que j'apprécie, qui correspond bien à mes qualités. Voilà, après, c'est le vélo, il y a pas de science, voilà, c'est prendre une échappée, il y a aussi des facteurs qu'on ne maîtrise pas et voilà, ensuite si j'arrive pas à prendre l'échappée, l'idée ce sera de rester le plus longtemps dans le groupe des favoris et pourquoi pas, donner un coup de main à Thibaut pour aller chercher le meilleur résultat possible pour l'équipe et aussi personnellement essayer d'aller accrocher pourquoi pas une jolie place. Voilà, après on ne s'interdit rien, ça c'est sûr, c'est la mentalité aussi que j'ai pas abordé tout à l'heure, mais voilà, on s'interdit rien, on se donne le droit de rêver et pourquoi pas, on sait jamais, on peut peut-être faire de grandes choses et en tout cas, on va tout donner pour faire de grandes choses. C'est vrai, tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais, un peu l'équipe, Petit Poucet, mais c'est que pour rappel, il y a des équipes comme, la française enfin la FDJ, il y a Decathlon, CMA-CGM. C'est sûr, on est sur quand même 2 mondes différents et toi, ça te fait quoi d'avoir, en tout cas, l'occasion de pouvoir, concourir face à des équipes comme celle-là? Excuse-moi. C'est vrai que pour nous, c'est toujours un privilège de pouvoir courir avec ce type d'équipe. On va dire qu'on les croise pas tous les week-ends et quand on a la chance de courir avec eux, on est plutôt content et franchement, c'est vraiment cool, voilà, de pouvoir, courir, contre des équipes continentales. Ça permet aussi, de jauger un peu notre niveau, à nous, et au niveau de l'équipe et au niveau personnel. Ça permet un petit peu de se situer et moi, dans mon cas personnel, j'apprécie plutôt ça parce que, voilà, j'ai souvent tendance on va dire, un petit peu, à me transcender quand plus l'adversité est relevée, j'ai plutôt tendance à me transcender et à l'inverse, à répondre un petit peu moins présent quand j'ai un peu l'étiquette, de favori ou de leader, quoi et donc moi, ce rôle, d'outsider ou de petit poussé, comme on dit, ça me correspond plutôt bien et j'aime bien cette étiquette. OK, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Là, on est à quelques donc jours de la course. Là, comment tu te sens au niveau de ton état d'esprit? En tout cas, on a compris que physiquement, là, tout a l'air de jouer, tout roule dans le bon sens. Et puis au niveau de la tête, comment ça se passe là, à quelques jours? Ouais, à quelques jours de la course, au niveau mental, je me sens bien. On va dire que le travail a été fait. Voilà, c'est sûr que ce mois-ci, j'ai pas pu participer à beaucoup de courses. Voilà, le calendrier, du mois de mars était un petit peu plus léger que des mois précédents et que les mois qui vont suivre. C'est toujours dur, de se situer quand on n'a pas beaucoup couru ce mois-ci. Voilà, il y a toujours une petite voix dans ma tête qui me dit, «Si ça se trouve, tu pas au niveau» et de l'autre côté, j'essaye de me dire: «En fait, voilà, j'ai jamais eu cette forme-là, dans les entraînements, ça se passe super bien. J'atteins des zones que j'atteignais pas avant» et ça me redonne de la confiance. Voilà, c'est un vrai boost et je me dis: allez, pourquoi pas?» Ça peut marcher en course. Après, voilà, je pense que j'ai un état d'esprit aussi où je vais essayer de garder un petit peu les pieds sur terre et à pas trop m'enflammer.
Mais la chose principale, enfin, la chose principale que je me fixe dans la tête, c'est de me dire qu'il faudra tout donner, dimanche. Pas avoir de regrets, voilà, je suis un coureur qui a un petit peu, tendance à en faire trop et à pas avoir de regrets. Mais là, voilà, c'est vraiment l'idée de vraiment tout mettre et à l'arrivée de ne pas avoir de regrets et me dire: «Bah, voilà, j'aurais tout donné, peu importe le résultat. De toute façon, je me relèverai de de ce résultat, qu'il soit bon ou pas bon, je me relèverai». Mais voilà, en tout cas, dans l'aspect mental, voilà, j'arrive plutôt confiant, mais quand même prudent, et humble par rapport au niveau des adversaires, qui, je sais sera très élevé le niveau. Et là, dans les prochains jours, c'est quoi un peu le programme physique en termes de vélo ou même de renforcement ou autre chose là, dans les quelques jours qui restent, ça va ressembler à quoi ton programme? Alors là, on va dire que, en fait, pour préparer cet objectif, mon dernier objectif, c'était le 1er mars, c'était notre première manche de Coupe de France en Ardèche en National 3. Et à la suite de ce premier objectif, on est reparti sur un nouveau bloc d'entraînement avec les 2 premières semaines beaucoup de charges, du coup des sorties longues et des gros exercices. Là, on était sur et donc là, vraiment une semaine avant l'objectif final qui est Annemasse, on va réduire la charge pour vraiment permettre au corps de surcompenser. Et, euh, et donc là, cette semaine, c'est un peu plus light. Cette semaine, hier, j'ai fait 4 heures de vélo, assez cool. Aujourd'hui, je vais aller faire 2 heures tranquillement, vraiment pour permettre au corps pardon, de faire du frais. Demain, même repos complet, je vais rien faire. Et par contre, samedi, je vais remettre un peu en pression, un déblocage d'1 heure et demie, vraiment pour être prêt dimanche. Mais ouais, là, l'idée, c'est vraiment de réduire la charge de travail à quelques jours de l'événement. Voilà. Même sur ce qui est de la musculation, voilà, j'ai fait un peu de musculation les semaines précédentes. Voilà, avec le vélo, c'est pas mal, les deux s'allient bien. Et voilà, mais après, voilà, normalement, il n'y a pas de raison pour que je sois pas prêt. En tout cas, le plus gros du travail, c'est derrière. Là, c'est vraiment juste pour mettre en condition et vraiment que tout soit bien aligné C'est pour, en ça, tout cas, la course de dimanche. c'est ça, ouais. Petite question, petit aparté, petite question perso. Et quel est le col que tu préfères dans le secteur là, Haute-Savoie, proche de, pas trop loin de chez toi, dans cette Moi, région? dans cette région, le col, un peu, enfin, sans vraiment de. Je suis un peu corrompu, mais c'est le col de la Colombière parce que j'ai passé 2 ans juste en dessous, dans le village du Reposoir, où j'étais dans ma ferme d'exploitation, enfin, dans ma ferme d'apprentissage, j'étais au Reposoir. Et c'était 2 années vraiment superbes dans le village. Et du coup, dès que je passe le col de la Colombière, ça me rappelle énormément de souvenirs. J'ai encore beaucoup de copains, même mes anciens patrons qui sont là-bas. Et c'est tellement de bons souvenirs. Et en plus, c'est un col qui est magnifique, qui est très dur, mais que je recommande à vraiment tous les passionnés de vélo. Pour moi, c'est mon col préféré et ça restera toujours mon col préféré, même si dans le coin, il y a beaucoup de cols très sympathiques. Oui, là, c'est pas, ici, c'est pas ce qui manque, mais c'est pour savoir un petit peu justement lequel te plaisait le plus, en tout cas dans le coin. Donc, effectivement, la réponse est un peu sentimentale Ouais, et très intéressante en tout cas. Alors, on arrive gentiment sur la fin de l'épisode. Déjà, avant ça, je tenais comme à te remercier d'avoir pris le temps de cette interview, de t'exprimer sur ton parcours, sur cette course. En tout cas, c'était super intéressant comme épisode et une très belle opportunité aussi pour moi de découvrir quand même le monde coursier. Pour ça, je voulais vraiment te remercier à ce niveau-là. Bah, merci à toi. Franchement, c'était une super opportunité, un super exercice. C'est vrai que nous, à notre niveau, on n'a pas trop l'habitude encore on va dire, de pouvoir échanger avec, voilà, par n'importe quel moyen. Voilà, c'était franchement un super exercice et j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Et je te remercie pour mettre en avant
j'ai regardé un petit peu toutes sortes de disciplines et c'est vraiment très chouette. Et c'est avec plaisir, parce que c'est un podcast, c'est comme je dis souvent, qui me ressemble. J'amène pas mal de sports que je suis plus ou moins de loin. Après le vélo, ça je cache pas, c'est un des sports que je suis, tu vois, au niveau télévisuel, tout ça, depuis longtemps. C'est un des sports qui me passionne le plus. Je pense que j'ai passé plus d'heures à regarder qu'à en faire, il y a des chances. Mais je recommande pas aux gens plutôt de sortir que de regarder la télé, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un sport que j'aime bien, me poser des fois devant la télé pour regarder les classiques, les grands tours. C'est vraiment des moments de détente. Et puis voilà, toujours un petit peu avec les stratégies de course. Il y a pas mal de choses que j'apprécie aussi dans le parti, en tout cas vélo de course. Et j'en ai perdu d'ailleurs le fil de ce que je veux dire. Mais c'est vrai que donc dimanche, toi c'est ta course. Normalement, si tout se passe bien, je vais pouvoir me placer au bord de la route pour voir un ou deux passages, voire trois. Ça dépend un petit peu de la météo et du temps qu'on aura, je te cache pas. En tout cas, ce serait un plaisir de te voir passer depuis le bord de la route. Ce serait avec plaisir également de pouvoir. Bon, toi, je sais pas si, je pense pas que toi, j'ai plus de chances de moi de te voir que l'inverse. Des Tu fois, seras sûrement la tête dans le guidon. de voir un petit peu quand même dans des petits moments de répit, on a le temps de voir les qui sont sur le bord de la route et c'est toujours vraiment avec plaisir qu'on voit, enfin, on apprécie en tout cas tous ceux qui nous encouragent et c'est vraiment, vraiment cool. Ça fait du bien quand on est soutenu et voilà, c'est quand même des bons moments. Oui, en tout cas, ce sera un plaisir, plaisir partagé. Puis surtout de voir passer comme des coureurs pour de la maison, c'est un petit peu dommage de pas en profiter de l'occasion. Surtout que là, bon, pour le coup, c'est un dimanche, ça, c'est pas comme en semaine où c'est pas toujours, on est un petit peu moins disponible. Et donc aussi pour les personnes qui écoutent l'épisode, il y aura également l'épisode débriefing où tu viendras raconter comment s'est passée cette course-là pour toi, pour ton équipe, savoir un petit peu plus dans les détails du fonctionnement, en tout cas de la course, de ce que tu as pu y retrouver, si tes objectifs ont été atteints ou non. Également, on parlera un petit peu de ton futur, comment tu vois un petit peu toi l'avenir dans le vélo, en tout cas tes projets futurs. Ce sera vraiment l'occasion de cet épisode qui sera réalisé post course. Bon après ce sera à définir, on définira ça pour l'enregistrement, mais en tout cas il sera forcément disponible quelques semaines ou mois après cette course-là, j'imagine. Et avant de se quitter, comme veut la tradition du premier épisode, c'est le mot de la fin. Donc c'est un moment durant lequel tu peux t'exprimer sur le sujet que tu veux. Ça peut très bien être un sujet qu'on a abordé, mais qu'on n'a peut-être pas été assez loin dedans, un sujet qui a peut-être totalement rien à voir avec le vélo. Donc en tout cas, tu as bien compris, c'est un moment pour toi dans lequel tu peux t'exprimer de ce dont tu as envie pendant le temps que tu veux. Donc maintenant je te laisse le podcast, il est tout à toi. Voilà, c'est devenu mon podcast. Non, mais bah ouais, là, je voulais un petit peu parler de la pratique du sport dans sa globalité. On va dire qu'aujourd'hui, je pense que de moins en moins même si enfin, surtout pour la jeunesse en tout cas, moi je vais parler de mon expérience personnelle, mais le sport ça m'a énormément aidé. Je suis quelqu'un qui suit encore un petit peu un grand timide et la pratique du sport m'a aidé à vraiment m'ouvrir, que ce soit moi, enfin m'épanouir moi personnellement ou alors m'ouvrir aux autres. Je pense que la grande majorité de mes copains, je les ai acquis grâce au sport et je voudrais voilà, mettre en avant le fait, enfin, l'importance de la pratique sportive, soit pour notre santé à nous tous, mais aussi pour enfin, notre approche sociale. Enfin, moi, je sais que voilà, comme je le disais, j'étais un grand timide et je pense qu'à une période de ma vie, le vélo m'a fait du bien, m'a fait beaucoup de bien pour de un penser à autre chose et puis vraiment m'épanouir. Aujourd'hui, voilà, je pense que voilà, je suis quelqu'un d'épanoui grâce au vélo et voilà, c'est vraiment pour moi c'est un sujet qui a vraiment de l'importance, la pratique du sport et aujourd'hui, je pense que voilà, financièrement parlant, on a tendance un petit peu à un petit peu délaisser le sport alors que ça a une importance primordiale, même que ce soit à l'école ou autre. Et voilà, c'était un petit peu ce dont je voulais parler. Et voilà, la pratique du sport. Mais après, dans ton podcast, c'est ce que vous faites déjà
vraiment en mettant en avant des athlètes, et je trouve ça vraiment super. Bah, en tout cas, merci pour ce message. Et c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Et puis, bah, j'espère te croiser là dimanche au bord de route et puis te retrouver après prochainement pour ce débrief, pour un petit peu bah, savoir tout ce qu'on n'aura pas pu voir ou lire sur des articles. Voilà, ce sera vraiment l'occasion de connaître tout ça. Tu seras un peu l'infiltré pour, pour avoir toutes ces informations. Mais en tout cas, non, au-delà de ça, c'est vrai que c'était un réel plaisir de t'avoir là sur le podcast. Et c'est vrai que j'adore parler vélo. Et ça, c'est une très belle occasion. Et puis, le prochain épisode sera également, j'imagine, sans aucun doute la même chose. Donc, au plaisir. Et puis, je te souhaite en tout cas le meilleur pour cette course. Bah, merci beaucoup. Et puis, hâte de te retrouver. Ouais, bah, merci beaucoup. Grand plaisir aussi de se retrouver après cette course en espérant le meilleur résultat possible. Mais de toute façon, le plaisir sera là et voilà. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Merci Baptiste, à la prochaine. Et à la prochaine, merci. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.